il était indispensable que nous écoutions le grand rabbin de Paris, le Dayan, le grand rabbin Michel Guggenheim et le Rosh Hashochatim Yoel Elbilia, qui s'occupe de tout notre réseau de Shrita. Je voudrais simplement en quelques mots, on ne peut pas, on est ici, on mange, on se régale, on parcourt nos restaurants, on parcourt nos traiteurs, mais il y a des combats qui sont menés derrière, qui sont menés par toute une équipe de Shochatim, de Mashgichim Klalim, de Shomrim, qui nous garantissent la cacheroute. Ils sont sous l'autorité du grand rabbin de Paris, qui, avec une rigueur exceptionnelle, fait attention à tout notre réseau, qui est un des réseaux les mieux surveillés du monde. Le grand rabbin d'Israël, qui était présent il y a quelques jours ici, a comparé le réseau Beddin de Paris au réseau du Beddin de Jérusalem, à tout le réseau de cacheroute de Jérusalem. C'est dire l'importance du travail qui est là. Alors je voulais simplement, dans cette journée, les remercier, ainsi que le Dayan Sheli qui n'a pas pu arriver, pour tout le travail qu'ils font, et remercier Jordan Bayeul, qui est administrateur du consistoire et qui a coordonné avec nous toute cette journée pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles et vous permettre de mieux découvrir notre réseau, de mieux découvrir la cacheroute, de mieux découvrir le Beddin. Et c'est mon rôle de vous le dire, de continuer à soutenir notre institution, de soutenir le Beddin et de soutenir le consistoire de Paris qui se bat au quotidien, tous les jours, toutes les nuits, pour chacune et chacun d'entre vous. Alors merci d'être là, merci de vous enrichir de tout ce que vous pouvez connaître encore mieux sur notre réseau, merci d'être des ambassadeurs du Beddin et de la cacheroute, et merci à nos grands rabbins et à Jordan d'accompagner la réflexion. Voilà, je laisse la parole à Jordan pour que vous puissiez avoir cet échange qui vous permettra de repartir encore plus riche de la connaissance du Beddin et de notre réseau de cacheroute. Merci beaucoup. Merci, cher président, cher Joël. Je voudrais aussi te remercier pour cette journée que tu as rendue possible et aussi, puisqu'on va parler de la Shrita, pour ce travail militant auprès des instances. Parce que si aujourd'hui, on peut encore abattre, selon nos traditions, la viande, c'est parce que le consistoire s'est battu, se bat et se battra pour pouvoir continuer à vivre selon nos traditions et donc que nous allons aussi mieux expliquer. Je voulais aussi vous remercier, messieurs les rabbins, parce qu'aujourd'hui, on voit une offre assez exceptionnelle, un savoir-faire exceptionnel de la cacheroute. Et si vos équipes, sous votre autorité, ne travaillaient pas avec énormément de minutie et aussi de savoir-faire, je pense que nous n'aurions pas cette offre. Et la densification de l'offre du Beddin de Paris, c'est votre succès. Et il faut aussi continuer dans ce sens. Et je pense que l'affluence présente aujourd'hui est une motivation pour chacun. Alors, on a quelques petites questions pour vous. On va en discuter. Alors, en fait, beaucoup de gens ont des questions. C'est normal, on est chez les Juifs. Et on s'est dit, qui de mieux de répondre à des questions? On va réunir les Avengers de la cacheroute, ceux qui savent le mieux, ceux qui peuvent nous répondre à toutes nos questions, même parfois un petit peu bizarres. Et dans ce cadre, on n'avait aucun doute sur votre capacité à y répondre, mais on a un challenge pour vous. Vous ne devez pas répondre par une question. Donc, on va commencer tout de suite, parce qu'on parle beaucoup d'abattage rituel. Mais en fait, c'est quoi l'abattage rituel? Je vous laisse nous répondre. Merci beaucoup, Monsieur Jordan. Et merci pour toute votre implication dans la préparation de cette magnifique journée. Avant de répondre, d'ailleurs, je vais donner la parole au Rav Yoel Elbilia, ici présent à mes côtés, mais je voudrais le présenter parce qu'il est très discret. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point la cacheroute repose sur ses épaules, parce que non seulement il est le responsable en chef de toute la mise en place tactique, stratégique et technique de la Shrita en France, mais aussi il a toute la responsabilité de la cacheroute des traiteurs. Vous imaginez, donc c'est deux temps pleins qui cumulent, je ne sais pas comment il fait, mais il le fait très très bien. Alors cette question qui consiste à présenter l'abattage rituel, je préfère lui donner la parole parce qu'il est vraiment sur le terrain, c'est lui qui organise tout et il saura mieux que moi, encore mieux que moi le faire. Je vous laisse
nous présenter en synthèse ce que c'est qu'un abattage rituel, parce que je pense que Oui. beaucoup de gens ont des mythes là-dessus. Le Bedin de Paris envoie du personnel dans une douzaine d'abattoirs. Nous avons aujourd'hui 2 abattoirs de volailles qui sont exclusivement cachers. Et nous avons encore une dizaine d'abattoirs dans lesquels on envoie du personnel toutes les semaines. Et ces abattages sont des abattages de bovins. On a du bœuf, du veau et de l'agneau. Dans chaque abattoir, le Bedin de Paris envoie un minimum de 3 à 5, voire parfois même 7 personnes pour pouvoir faire un abattage cachère. Ça dépend de pas mal de critères, du nombre de bêtes à abattre, puisqu'on est quand même limité, un shochet ne peut pas faire des quantités énormes de shrita, vu le travail que ça demande. Et ça dépend aussi de l'abattoir dans lequel on va envoyer du personnel, mais ils sont à un minimum de 3 voire 4 personnes pour pouvoir faire une shrita dans un abattoir. Alors on a bien sûr le shochet, c'est celui qui est en amont, en début de chaîne, qui lui va procéder juste à la shrita, l'abattage rituel, l'abattage de l'animal en lui-même, la saignée de l'animal, et on a ensuite 1 ou 2 shomrim qui vont pouvoir certifier que la bête a bien été saignée et qu'elle est cachère, la certifier à celui qui est en bout de chaîne, qui lui devra, qu'on appelle le bodek, c'est-à-dire le vérificateur, celui qui va vérifier les parties internes de l'animal et qui va nous certifier si finalement cet animal qui a été saigné au départ cachère, s'il est bien finalement cachère en bout de chaîne, puisqu'il peut y avoir des choses après vérification qui vont faire que l'animal est taref et n'est pas cachère. Une fois que c'est fait, on a les shomrim qui vont estampiller l'animal et qui vont y mettre la certification cachère. Ça ne s'arrête pas là, parce qu'après, il va falloir cachériser cette viande, mais ça c'est fait sur d'autres sites où la viande va arriver, le nikour va être fait, c'est-à-dire le déveinage, toutes les parties, les veines et les graisses non cachères vont être retirées, et c'est seulement après ça qu'on pourra cachériser la viande et la découper, enfin la mettre sous vide. Voilà un petit peu comment on procède. Bien sûr, ces shochatim se déplacent beaucoup. Ça demande d'être à des horaires très particuliers dans les abattoirs, puisqu'on commence entre 3h et 5h du matin. On ne sait jamais à quelle heure on finit, mais on commence entre 3h et 5h du matin, ce qui oblige le personnel à se déplacer toujours la veille ou à rester sur place pour plusieurs jours. Ça fait un petit peu partie du déplacement de ces équipes qui vont procéder à l'abattage rituel. Alors, moi, j'ai une question qui revient souvent quand on parle à des gens qui sont pas juifs ou qui ne connaissent pas bien le judaïsme. Ils disent, mais quand même, votre abattage rituel, c'est un peu cruel quand même, votre truc. Ça a cette réputation. Et moi, j'ai envie plutôt de leur répondre. On est dans une ère, en effet, où le bien-être animal, et fort heureusement, c'est très important. Moi, j'ai envie de leur dire, mais le bien-être animal, en fait, le judaïsme, c'est au cœur de notre histoire, de nos rituels et de notre culture. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce qu'on a vraiment l'impression d'être des quasi-barbares. Alors là, je prends le relais, si vous voulez bien, pour répondre à cette question. Il n'y a pas d'accusation plus injuste que celle qui nous est faite d'être cruel dans l'abattage. Il faut savoir que le judaïsme a de nombreuses règles de protection du bien-être animal qui n'ont rien à voir avec ce qu'il y a chez les non-juifs. Lorsque Noé est sorti de l'arche après le déluge, la première des choses que Dieu lui dit, c'est « vous allez pouvoir manger de la viande ». On va peut-être en parler tout à l'heure. Est-ce que Adam et Ève étaient végétaliens? Et donc, la première des choses que Dieu dit à Noé, maintenant vous n'avez plus besoin d'être végétarien, on verra pourquoi. Mais en tout cas,
Donc il commence par leur donner une consigne alimentaire. Il leur dit, vous n'avez pas le droit de manger. Enfin, je donne l'explication de la tradition du verset qui dit, vous n'avez pas le droit de manger l'organe d'un animal qui a été prélevé de son vivant. Vous n'avez pas le droit de... À l'époque, c'était pas encore de la cache-croûte, ça concerne toutes les nations. Hein, les lois de Noach, ça concerne l'humanité tout entière. Vous n'avez pas le droit de consommer un organe qui a été prélevé sur un animal de son vivant ou du sang qui a coulé du sang qui était vital pour l'animal et qui a coulé de son vivant. Vous n'avez pas le droit d'en consommer. Donc les mollusques, les huîtres, sont interdites par la Torah parce que c'est de la cruauté. Or, je pense que la plupart de ceux qui nous accusent d'accusations de cruauté par rapport aux animaux adorent les huîtres. C'est pour vous montrer la conséquence qu'il y a. Donc, nous avons même une interdiction, par exemple, quelqu'un qui a un fermier qui a un cheptel n'a pas le droit de se mettre à table pour manger tant qu'il n'a pas donné à manger à ses animaux. Vous ne trouvez aucun droit dans le monde qui est aussi rigoureux que nous dans le respect des animaux. Alors, on comprend bien que d'après cela, quand la Torah nous a donné les règles de la Shrita, qui est-ce qui a fabriqué les animaux? C'est Dieu. Dieu sait le mieux que tout le monde comment l'animal fonctionne, ce qui lui fait mal et ce qui lui fait pas mal. Là, nous sommes convaincus que la procédé de Shrita qui a été fixé par la Torah est le meilleur au monde. Ce qui se passe, c'est que c'est spectaculairement difficile à voir. Parce qu'il y a deux aspects. Il faut d'une part que l'animal ne souffre pas. Il faut d'autre part aussi que l'animal perde son sang immédiatement. Parce que sinon, c'est dangereux pour ceux qui vont le consommer, qui vont consommer la viande. Et la Torah, elle a le souci à la fois de l'animal et du consommateur. Donc, comme on fait couler beaucoup, beaucoup de sang, c'est impressionnant. Et les gens, ils regardent ça. Mais alors que si vous prenez un pistolet et vous tuez l'animal, ça va, ça fait pas de bruit, ça fait le bruit du coup, mais c'est tout. L'animal, il dit rien, il tombe, paf, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Alors, c'est pour ça que les gens s'imaginent que ça fait pas mal. Mais en réalité, on peut imaginer que lorsque on brûle la cervelle d'un animal, c'est d'une violence inouïe, alors que notre système, vous savez qu'il est d'une douceur incroyable. Le couteau qui sert à faire la shrita ne doit pas porter le moindre accroc. S'il porte le moindre accroc, on ne peut pas l'utiliser. Et s'il a été utilisé, la viande n'est pas comestible. À tel point que Ravel Bia pourra témoigner. Parfois, moi j'ai un neveu qui travaille dans la shrita. Il a travaillé à un moment donné pour le Bedin de Paris. Il s'est coupé avec son couteau de shrita. Il ne s'en est même pas rendu compte. Il est tombé dans les pommes, il ne s'en est même pas rendu compte parce que ça fait pas mal. Il a fallu que ses collègues soient là pour appeler les secours et pour lui sauver la vie. Donc c'est vous dire que ce qui se passe, le système de la shrita, pour être court finalement, c'est que d'une part, l'incision ne fait aucune douleur et que comme on fait couler immédiatement le sang de la carotide, donc ça fait très brutalement une chute de tension et l'animal est complètement anesthésié, il ne sent strictement rien. Et c'est pourquoi nous sommes absolument certains que c'est le meilleur système qui a été préconisé par la Torah et que tous les autres systèmes qui sont soi-disant pour le bien-être animal, et on parle gentiment avec la nouvelle langue d'étourdissement de l'animal. Vous savez en quoi consiste l'étourdissement de l'animal? On lui envoie une balle dans le cerveau. C'est ça l'étourdissement, c'est honteux. En fait, on trompe le consommateur. Voilà. Merci pour cette explication qui nous rappelle donc que la Torah est la première charte de bien-être animal qui existe depuis très longtemps. Je vous laisse compléter le propos du grand rabbin. Je voudrais juste rajouter quand même une chose, c'est que nous sommes tous formés par des organismes qui dépendent de la préfecture et on est tous formés au bien-être animal, à savoir que toute la shrita est faite par du personnel qui est formé selon la loi française à toute la bonne pratique de bien-être animal. C'est d'ailleurs, parler de loi française, on peut aussi rappeler que la viande elle-même du Beth Din de Paris
c'est pas de la viande qui vient de n'importe où. On travaille avec de la viande française. Et c'est un point, on parle de gastronomie française. Aujourd'hui, notre Beddin travaille avec la viande française. C'est totalement traçable. Les compétences des équipes et également la provenance de la viande. Alors moi, tout le monde est très content d'avoir mangé kasher, je crois, aujourd'hui. C'était très bon. Mais en fait, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est une mitzvah de manger kasher? Alors ça mériterait, cette question-là est tellement vaste qu'elle mériterait une conférence entière. Là, je vais vous donner quelques repères simplement. Vous remarquerez dans la Torah qu'à chaque moment important de l'histoire de l'humanité, il a toujours été question de prescription d'ordre alimentaire. Ça a commencé avec Adam. Adam et Ève, ils n'ont reçu qu'une loi à la base, de manière claire dans le verset. C'est quoi? Ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance. Donc ça a commencé comme ça. Noé sort de l'arche, je vous l'ai dit. Ça commence par quoi? Vous ne devez pas manger ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Les enfants d'Israël sortent d'Égypte, ça commence par quoi? Eh bien, vous ne devez pas manger, vous devez manger du Corban Pessah, sacrifice pascal, vous ne devez pas manger du Hametz. Donc, toujours, ça démarre par. Et la raison c'est qu'il s'agit de discipliner notre corps et le mettre au service de Dieu. Tout le judaïsme, c'est que notre corps doit se plier aux ordonnances de Dieu. On doit prendre le pli de l'obéissance à Dieu. Et les instincts les plus forts doivent être domestiqués. Un des instincts les plus forts de l'homme, c'est l'instinct de nutrition. On a besoin de manger. Et c'est très important de le domestiquer. Et vous remarquerez que dans la Torah, chaque fois qu'on parle d'une interdiction de consommation, la Torah relie ça à la sainteté. C'est la sainteté. Il y a par exemple, dans Parashat Mishpatim, on dit Ubasar terefa lotochelu, non, pardon, Vanche Kodesh Tiyunli, vous serez des hommes saints, ne mangez pas taref. Et tout est comme cela. Dans la Parashat de Shmini que nous avons lu il n'y a pas longtemps, on a vu la liste de tous les animaux cachers et pas cachers, et la Torah dit vous vous sanctifierez, vous serez saints. Et nous avons lu Shabbat dernier la paracha de Kedoshim sur la sainteté. Le programme du judaïsme, c'est la sainteté. Au moment des 10 commandements, Dieu dit à Israël, je vous demande une seule chose. Atem Tiouli, vous serez pour moi une royauté de prêtres et un peuple saint. Et Rashi rajoute, ni plus ni moins. Tout est dit là-dedans. Ce qui veut dire que la sainteté, c'est fondamental. Et la sainteté passe par la cacheroute. Je rajouterai un petit mot. On a 3 types de sainteté. On a la sainteté de l'espace, on a la sainteté du temps, on a la sainteté de la personne humaine. Il y a 3 mitzvot qui incarnent ces saintetés. La cacheroute, curieusement, les gens n'y pensent pas, je crois que c'est moi qui ai inventé cela. La cacheroute, c'est la sainteté de l'espace. Pourquoi? Parce que la cacheroute se fait sur le terrain. D'abord à l'abattoir, mais surtout à la maison, à la cuisine. Et aussi au moment où l'on mange, puisque la table est comparée à l'autel. Donc la sainteté de l'espace, elle est construite par la cacheroute. Ensuite, le Shabbat incarne la sainteté du temps, et il y a une 3e mitzvah qui incarne la sainteté de la personne, c'est ce qu'on appelle Taharat HaMishpacha, les lois de pureté conjugale. Voilà, je pense avoir ébauché quelques réponses à votre question. La cacheroute, c'est vrai que c'est fondamental. Alors, il y a une autre question. C'est vrai que quand on dit quelqu'un qui ne connaît pas, je mange kasher ou je suis juif, c'est ah, tu manges pas de porc. Et tout à l'heure, quand vous avez parlé d'animaux interdits, le premier auquel vous m'avez parlé, d'ailleurs, c'est les mollusques. Et pourquoi il y a ce rôle si essentiel on va dire, la culture populaire autour du porc? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a beaucoup d'animaux qu'on ne mange pas, mais pourquoi spécifiquement le porc ressort comme le symbole du fait qu'on mange kasher, finalement? On ne mange pas de porc, donc on est sur la voie de la cacheroute. Alors je pense qu'il y a 2 types d'explications. Une première explication est d'ordre sociologique. Je pense que c'est le regard du non-juif. Dans l'histoire, ce qui marquait les non-juifs, parce qu'on mange de la vache, on mange du bœuf, parmi les choses dont les non-juifs raffolent et que les juifs s'interdisent, c'est le porc. Donc c'est devenu proverbial dans l'humanité tout entière. Donc ça, c'est pas une réponse juive, c'est une réponse
une réponse qui nous vient des non-juifs, mais qui est, je pense, tout à fait vraie et qui a été reçue par nous-mêmes. Donc, du coup, il y a beaucoup de juifs qui s'imaginent. Alors, c'est paradoxal. Il y a beaucoup de juifs qui s'imaginent que manger du porc, c'est plus grave que de manger une vache dont le poumon n'était pas convenable. En vérité, d'après la Torah, c'est tout aussi grave l'un que l'autre. Il n'y a pas un caractère de gravité. Et manger du chametz à Pessah, c'est 100 fois plus grave. Et manger des graisses qui se trouvaient dans l'animal et qu'on n'a pas enlevé alors qu'on aurait dû le faire, c'est beaucoup plus grave que manger du porc. Donc au niveau de la gravité, maintenant cela dit, il y a quelque chose dans le porc de spécial d'après les lettres mêmes de la Torah. J'ai rappelé que dans la paracha de Shimini, on a décrit les espèces permises et interdites. Vous savez qu'il y a 2 critères pour les quadrupèdes, pour être cachère, c'est être ruminant et avoir les sabots fendus. La Torah dit, le porc, vous n'en mangerez pas, parce que bien qu'il ait les sabots fendus, il ne rumine pas. Mais le Talmud explique, il fait semblant. Vous voyez, c'est quelqu'un qui prétend être cachère. Alors il monte ses pieds, il dit, regardez, moi je suis cachère. Mais à l'intérieur, il ne l'est pas du tout. Alors c'est ça la particularité du porc. C'est la ruse. Voilà, c'est la ruse. Donc, alors, en fait, tout à l'heure, on a eu le docteur Jean-Michel Cohen qui a parlé de nutrition. Et je voulais savoir quel était un petit peu votre point de vue sur le fait que manger cachère, c'est manger sainement. Sainement pour soi. Vous parliez tout à l'heure, vous avez placé la cacheroute d'ailleurs sur l'espace et non sur la personne. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas un côté médical, du moins un côté sain, à l'heure du bien manger, à manger cachère? C'est une très très bonne question. Et la réponse est la suivante. C'est que la raison de la cacheroute, à la base, ce n'est pas les raisons d'hygiène. Mais par contre, une chose est certaine, c'est que la Torah, Dieu, ne peut pas donner une mitzvah qui irait contre la santé. Ça n'est pas possible. Dieu veut notre santé. Donc obligatoirement, toutes les prescriptions de la cacheroute ne s'opposent pas à la santé. Et probablement que ce qui, par contre, que la Torah n'a pas permis, ça pourrait être toxique et mauvais pour la santé. Mais par contre, on n'a pas le droit de fonder, de dire, donc, et ce que je dis, c'est valable pour toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot, elles seront toujours en accord avec notre santé. Mais par contre, jamais on pourra nous prendre en défaut, c'est à cause de telles prescriptions de la Torah qu'on est tombé malade. Ça n'est pas possible. Mais par contre, fonder la cacheroute sur des raisons d'hygiène, c'est très dangereux. C'est ce qui s'est passé. On disait à l'époque, on n'avait pas, au Moyen Âge, on n'avait pas toutes les mesures prophylactiques et médicales qu'on connaît. Donc à l'époque, c'était nécessaire. Mais aujourd'hui qu'on a tout, alors on n'a plus besoin. Avant, le porc n'était pas sain, n'était pas propre. N'était pas propre. Et c'est pour ça que beaucoup de gens tombaient malades. Aujourd'hui, on sait manger du porc et sans tomber malade. Donc, on peut permettre le porc. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que la raison centrale, c'est cela. Non, la raison centrale, c'est pas cela. Mais c'est vrai que c'est en accord avec la santé. Alors beaucoup de gens mangent, les gens mangent moins de viande, souvent, il faut le dire. Certains sont végétariens, végétaliens. Mais en fait, on doit manger de la viande quand on est juif. Est-ce qu'il faut vraiment aimer la viande, la manger? C'est quoi qu'est-ce qu'on nous prescrit? Alors, il y aura une question sur Adam et Ève ou pas? On peut en parler maintenant, peut-être aussi, parce que vous disiez qu'Adam et Ève étaient les premiers végétaliens. J'aurais commencé par ça. Adam et Ève étaient végétaliens. Et à la sortie après, vous savez, vous connaissez l'histoire, pendant 1656 ans, l'humanité a fonctionné comme ça. Et puis, ils se sont tellement mal comportés, les gens étaient débauchés, ils étaient cruels, ils se sont comportés tellement mal que Dieu a détruit le monde par un déluge. Il a juste sauvé une cellule familiale qui était la cellule de Noé. Quand Noé sort de l'arche, eh bien, et la première chose que Dieu leur dit, maintenant vous allez manger de la viande. C'est quoi ça? C'est quoi cela? C'est parce que le fait d'être végétarien ou végétalien avait fait la preuve pendant 1656 ans que ce n'est nullement un rempart moral, que ce n'est pas parce qu'on est végétalien qu'on ne sera pas cruel par ailleurs, qu'on ne sera pas débauché par ailleurs. Donc c'est ça que Dieu dit comme message. Maintenant, vous pouvez manger de la viande. Maintenant, il y aura des règles à respecter. Malgré tout, on ne peut pas manger tout et n'importe quoi. Voilà, ça c'est le principe.
Donc, quand vous posez la question de savoir si il y a une mitzvah de manger, d'être végétalien, donc sûrement pas. Il n'y a pas de mitzvah d'être végétarien. Il n'y a pas non plus d'interdiction de l'être. Mais par contre, vous me demandez s'il y a une mitzvah de manger de la viande. Alors, en semaine, non, pas particulièrement. C'est une question de santé. Demandez à votre médecin. Si votre médecin dit qu'il faut manger un peu de viande ou un peu de poulet ou ce genre de choses, faites-le. Mais par contre, le Shabbat et les jours de fête, là oui, pour honorer la fête, on a comme principe qu'il n'y a pas de joie sans viande et sans vin. On est en France, sans vin et sans viande, sans viande et sans vin. Donc là c'est vrai qu'on a une mitzvah, on a une mitzvah d'en manger. Je dis sur le vin, comme quoi la loi de ton pays est ta loi. Donc, non, mais c'est très, très instructif de voir justement, vous le disiez, les nazis, beaucoup étaient végétariens ou végétaliens. Donc il n'y a pas de bonté, on n'a pas ce truc de on mange l'animal donc on est cruel, bien au contraire. Alors maintenant on va aborder une question très sérieuse et très polémique. Vous avez dit, on avait parlé, il y a le lait, la viande, il y a les végétaux, il y a beaucoup de séparation, mais il y a aussi les Ashkénazes et les Séfarades. Et c'est un sujet difficile, donc nous vous le confions. C'est quoi la différence entre la cacheroute des Ashkénazes et celle des Séfarades? Alors, la réponse, en fait, elle est très simple. Il n'y a aucune différence pour moi entre Ashkenaz et Séfarade. Le Rav Elvilia est séfarade. Moi, je suis Ashkenaz. Jordan est Ashkenaz aussi. Vous aussi? Vous êtes les deux, c'est encore mieux. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a deux cacheroutes? Ça veut dire qu'il peut y avoir des divergences sur certains points de cacheroute entre le rite Ashkenaz et le rite séfarade. D'où ça vient? Là encore, je pourrais vous faire une conférence. Mais c'est qu'il y a des différents. Vous savez que la base de la Torah, c'est la Torah écrite, la Torah orale, qui est dans le Talmud. Et ensuite, le Talmud a été commenté par des maîtres du Moyen-Âge. Et il y avait deux écoles. Il y avait l'école franco-allemande et il y avait l'école espagnole. Et donc, Maïmonide, par exemple, vous avez certainement entendu parler, ou Rav al-Fassi, c'était des séfarades. Le Ravenu Asher, c'était un Ashkenaz, même s'il a fini par être exilé en Espagne. Et donc, ils ont créé chacun leurs avis, et ça a créé deux écoles. Mais aujourd'hui, notre code de référence, c'est le Shulchan Aruch, c'est littéralement la table dressée, encore dans la cacheroute, vous voyez, notre code, il est imprégné de cacheroute. Il est fait par Rabbi Yosef Karo, qui était un sage séfarade qui habitait à Safed en Israël, et qui rapportait, lui, les lois séfarades. Et plutôt que faire un autre livre qui aurait été différent, il y aurait eu deux livres, un pour les Ashkenazes ou pour les séfarades, il y a eu un grand maître de Cracovie qui s'appelait Rabbi Moshe Isserles, qui a été très gentil. Il a dit, puisque lui, il a créé un livre qui s'appelle La table dressée, moi, je vais écrire un livre qui s'appelle La nappe. Et je vais mettre la nappe sur le... Mais c'est pas une blague, hein, c'est la réalité. Et donc, la Mappa, c'est le Roma qui a écrit ça. Et on a un livre qui nous donne à la fois la loi, d'après la loi ou le rite séfarade et le rite ashkenaz. Ce qui est fondamental de dire, ça je tiens à le dire très fort, c'est que le Bédine de Paris se fait un point d'honneur à ce que sa cacheroute et d'une manière générale, toutes ses lois, soient à la fois conformes aux règles ashkenazes et aux règles séfarades, de manière à ce que tout rite confondu, on puisse manger strictement cachère. Alors, merci pour cette précision. Alors, en fait, donc un plat, quel qu'il soit, c'est des ingrédients. Si on met que des ingrédients individuellement qui sont cachères, pourquoi c'est pas forcément cachère? Alors, c'est-à-dire, je comprends votre question plutôt pas tellement à la maison, parce qu'à la maison, on prend des ingrédients qui sont cachères et on a des ustensiles qui sont cachères, donc là, il n'y aura pas vraiment de problème. La question que je comprends de votre part, c'est que des fois, on trouve des produits manufacturés et on regarde la composition et tous les produits de la composition sont entièrement cachères et malgré tout, elle n'apparaît pas dans notre liste. Et si on nous demande, on dit ah non, c'est pas cachère. Mais comment se fait-il? Alors c'est là que la question est importante. Et la réponse est la suivante. Vous savez très bien que chez nous, nous disons que lorsqu'on cuit quelque chose à chaud, dans un ustensile quelconque,
la substance qui a été cuite va donner du goût, ce qu'on appelle du goût, c'est-à-dire il y a des sucres qui vont rentrer à l'intérieur et qui ensuite, lors d'une prochaine cuisson, vont ressortir. Donc, en imaginant que dans une usine quelconque, il y avait, là on a parlé justement aujourd'hui avec Ravel Pidia d'huile. Vous avez de l'huile raffinée, qui est une huile entièrement végétale. Où est le problème? Oui, mais dans la raffinerie, ils peuvent aussi raffiner des huiles animales qui sont 100% taref. S'ils ont dans les mêmes ustensiles à chaud raffiné de l'huile qui est taref, quand on va mettre dedans maintenant l'huile végétale va absorber le goût de l'interdit qui se trouvait dedans. Et c'est pour cela que, et ça ne figure pas dans la composition. Dans notre travail à nous de Cacheroute, dans la certification, on est obligé de vérifier justement tous les ustensiles et d'imaginer toute la traçabilité qu'il y a dans l'élaboration d'un plat. On fait remplir formulaire 1, formulaire 2. Le formulaire 1, c'est tous les composants, et les formulaires 2, c'est tous les fournisseurs, pour qu'on sache, d'après les fournisseurs, si les ustensiles qu'ils utilisent sont des ustensiles mixtes, qui sont ce qu'on appelle contaminants. Il y a des croisements, et c'est là le problème auquel nous sommes confrontés. C'est pourquoi on ne peut jamais consommer un aliment manufacturé qu'on trouve dans le public uniquement sur la base de la composition. C'est complètement impossible. Ravel Bilia. Oui, on peut dire que c'est le procédé de fabrication qui va nous éclairer, mais le procédé de fabrication n'est pas écrit dans la composition. Il est en général tenu même secret, c'est confidentiel. Donc c'est donc pas seulement la chimie, mais toute l'alchimie du processus qui est étudiée par vos services pour certifier cachère. Donc ça répond un petit peu à une interrogation. Les gens se disent, mais attendez, un restaurant qui est totalement végétarien ou végétalien, pourquoi il n'est pas cachère automatiquement? Puisqu'il n'y a jamais de viande dedans. Donc vous avez la réponse, c'est donc que par exemple, on ne sait pas quelle huile il utilise. Si cette huile a pu être en contact, elle n'a pas été validée en la matière. Absolument. Alors, on a des exposants qui font du fromage ici. On a même eu des démonstrations de fabrication sous votre égide. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance ou qui étaient pris sur un autre stand, qu'est-ce qui fait que ces fromages sont cachères? Alors, qu'est-ce qui fait qu'un fromage est cachère ou pas cachère? Pourquoi un fromage ne serait pas cachère? À la base, comment on fait un fromage? On prend du lait et il faut le faire coaguler. Pour le faire coaguler, il faut mettre ce qu'on appelle de la présure. À la base, traditionnellement, les fromages d'appellation contrôlée, c'est de la présure animale. La présure animale, par définition, elle n'est pas cachère. Sauf si, dans des cas tout à fait exceptionnels, on aurait fait la shrita de l'animal et on aurait recueilli sa présure. Mais ce n'est pas le cas dans le commerce, habituellement. Donc les présures animales sont 100% taref. Un fromage qui a été fait avec de la présure animale, il ne peut pas être cachère par définition à cause de sa composition. Mais c'est plus compliqué que ça. Nos maîtres, nos rabbins, les illustres prédécesseurs il y a très très longtemps, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, ils ont dit que non seulement une présure animale, mais même une présure végétale ou microbienne, elle est aussi interdite de peur de confusion. Donc aujourd'hui, tout fromage qui contient de la présure devrait être interdit, sauf si elle a été faite par un juif sous contrôle rabbinique. Donc, finalement, pour qu'un fromage soit cachère, il y a deux conditions. D'abord, que la présure soit cachère, et deuxièmement, que ce soit fait sous contrôle rabbinique. Le contrôle devra être non seulement que un surveillant, un délégué du rabbinat sera présent et assistera, mais c'est lui-même qui devra prendre la présure et l'introduire à l'intérieur du fromage. Et c'est cela qui fera que le fromage est cachère. Comme quoi, on peut en faire un fromage. Une autre question qu'il y avait, on a eu des stands de dégustation de vin. C'est quoi la spécificité du vin cachère? On disait même, et on a eu la preuve aujourd'hui que ce n'était pas vrai, un vin cachère, finalement, c'est un vin pas bon. Mais à part ça, c'est quoi? Alors, donc là, maintenant, on sait que c'est un bon vin, mais c'est quoi un vin cachère en fait? Qu'est-ce qui différencie, en d'autres termes, un vin cachère d'un vin qui n'est pas cachère? Alors là encore, c'est une problématique halachique. La composition,
logiquement, elle ne devrait pas poser problème puisque c'est 100% végétal. Mais nos maîtres ont interdit de consommer du vin qui a été fabriqué par un non-juif. Pourquoi? Pour des raisons très, très modernes, je dirais. C'est pour éviter les mariages mixtes. Pourquoi? Parce que si un jeune s'éprend d'une autre jeune, une jeune ou un jeune s'éprend d'un homme ou d'une femme qui n'est pas juif, à un moment donné, il va devoir les présenter à ses parents. Donc il va aller voir ses parents et les parents vont lui offrir à boire. La première boisson qu'ils vont lui offrir, c'est du vin. Et le juif devra dire bah, « je suis désolé, je n'ai pas le droit de boire ». Alors ça, c'est très vexant pour les parents. Et donc ils vont dire ils vont dire à leur fils ou à leur fille si c'est comme ça, tu laisses tomber. Donc ils ont fait de cela une parade au risque de mariage mixte. Ça, c'est pour expliquer la raison. Toujours est-il qu'aujourd'hui, un vin qui est fabriqué par un non-juif n'est pas cachère. Donc, pour que le vin soit cachère, pour répondre à votre question, il faut qu'il y ait un juif qui ait acheté la production et il faut que toutes les manipulations, parce que ce n'est pas seulement la propriété, mais c'est surtout la manipulation. Si jamais, vous le savez toutes, si jamais du vin a été touché par un non-juif, il rend le vin interdit. Ce n'est pas simplement le vin fabriqué par le non-juif, ça a été plus loin. Le vin qui a été touché par un non-juif devient déjà interdit lui-même. Donc toutes les manipulations, à partir du moment où ça devient du jus, donc c'est-à-dire dès qu'on voit apparaître le jus au moment de la vendange déjà, ce sont des juifs religieux qui président à toutes les manipulations. Nous avons en France une trentaine de caves qui sont cachères. Et donc, chaque fois, il y a 5 étapes. Et pour ces 5 étapes, chaque fois, on envoie 3 personnes. Un chef du personnel, et un chef d'équipe plutôt, et encore deux coéquipiers. Chacun aura sa tâche. C'est toute la fabrication jusqu'à la mise en bouteille. Ça nous amène à un rôle assez important et qu'on voit aujourd'hui qu'ils œuvrent suffisamment visibles, mais assez dans l'ombre pour être discrets. Quels sont le rôle de ces chômeurs exactement dans nos restaurants, dans tous nos processus? C'est quoi un chômeur? Je vous donne la parole ou je réponds? Parce que comme le Rav Bilia, il est chef des traiteurs, alors voilà, il a plein de chômeries sous ses ordres, mais comme il m'invite à prendre la parole, je le fais. Le chômeur a de très nombreux rôles. Le premier rôle pour moi qui est le plus important, c'est de toujours s'assurer que tous les produits qui rentrent soit dans le laboratoire lorsqu'il s'agit d'un traiteur, soit dans la cuisine lorsqu'il s'agit d'un restaurateur, ce sont tous des produits qui sont cachers 100%. Une erreur est vite venue. Et parfois, les gens ils font pas attention et ils achètent à métro et ils se disent bon, c'est végétal, 100% végétal. Non, c'est pas comme ça. Donc, la première des choses, il faut tout vérifier, vraiment détail par détail, que tous les composants qui rentrent dans le centre, ils sont cachers. Ensuite, nous avons aussi le problème des insectes et de tous les insectes, les vers, ce genre de choses qu'on peut trouver dans les fruits et dans les légumes. Quand c'est chez nous à la maison, c'est un petit travail. Quand c'est industriel, c'est un gros travail. Donc là aussi, le rôle du chômeur, c'est de contrôler, de vérifier l'absence d'insectes dans l'ensemble de ces légumes, dans les choux, dans tous les légumes qui soient, les salades, ce genre de choses, qui peuvent avoir des insectes, il faut tous les contrôler et c'est le chômeur qui a ce travail-là au quotidien. Donc il y a ça, il y a encore, parfois vous avez des cuisines où le chef cuisinier n'est pas juif, donc vous savez que chez nous les plats doivent être cuisinés par un juif, à minima le feu doit être ouvert par un juif, donc ça sera aussi le chômeur qui aura pour rôle d'allumer le feu. Et le chômeur aura aussi le rôle de servir le vin, puisque le vin ne peut pas, on a parfois à table des personnes qui ne sont pas juives, donc il va falloir que ce soit le chômeur qui s'occupe de la gestion du vin. Donc si on récapitule, c'est schématiquement, sans être exhaustif, il y a la vérification des produits ingrédients qui rentrent dans
dans le laboratoire. Il y a la vérification des insectes, l'allumage des feux et quoi encore? Et le vin, et le service du vin. Alors, je vous remercie pour les réponses à ces questions qui ont été très très enrichissantes, vos réponses. Je voulais savoir, pour notre assistance nombreuse qui est présente aujourd'hui, si chacun d'entre vous, vous vouliez, on va dire, démonter une idée reçue sur la cache-route, passer un message, ça serait lequel? Je commence par le Ravel Villiard et puis on terminera par le Grand Rabbin. Pareil. Une idée reçue, peut-être que vous voudriez démonter. Mazel d'or. On a une idée reçue que les produits cachers sont très chers. Voilà, apparemment, vous êtes tous d'accord avec moi. Ce que je voudrais dire, d'abord, on a parlé un petit peu des procédés et du nombre de personnes et de tout ce qui est des engagements du Beddin envers les consommateurs pour que tout soit fait à la perfection. Mais je voudrais dire encore une deuxième partie, cela dépend de vous. Plus on aura de gens qui voudront consommer du kasher, et plus les produits cachers seront moins chers. Tout simplement, aujourd'hui, on a des procédés de fabrication qui demandent beaucoup d'investissement. On a des usines qui ne veulent pas fabriquer si les quantités sont minimes. Et donc, plus on aura de consommateurs, plus les quantités pourront être plus importantes. Et donc, le prix sera beaucoup plus abordable. Monsieur le Grand Rabbin de Paris. Alors, je vais un petit peu répondre à votre question, mais je voudrais, c'est surtout un message, puisque c'est la dernière parole, c'est surtout un message que je voudrais adresser aux personnes qui sont présentes ici, qui est très très important. Lorsque je rentre, ou ma femme rentre, dans une épicerie cachère, il est très souvent difficile de trouver des aliments qui sont sous contrôle du Beddin, du vin du Beddin, ou bien de la viande du Beddin. Vous trouvez d'autres herchérim. Alors ça peut être une idée reçue que les autres herchérim seraient meilleurs que la nôtre. C'est complètement faux, je m'inscris en faux là-dessus. Les autres herchérim ne sont pas meilleurs que la nôtre. Nous avons vraiment une cache-route de très très haut niveau. Ce que j'aurais voulu vous demander à chacun d'entre vous qui est venu nous soutenir, c'est de nous soutenir davantage en allant voir la réception, le patron, le gérant de la société en question, ou en tout cas du magasin dans lequel on se trouve, en lui disant mais pourquoi, en lui faisant un scandale, mais pourquoi vous n'avez pas de produit du Beddin? Il faut que vous faites renseigner le Beddin, moi j'achète pas votre viande, je l'achète pas. Et donc si, parce que c'est encore une fois, comme disait Ravel Villiard, c'est le commerce qui fait la loi. Si les gens qui ont aussi ceux qui gèrent les différentes épiceries cachères comprennent qu'ils feront un meilleur chiffre s'ils introduisent des produits du Beddin, alors ils se tourneront plus vers le Beddin. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire, et je vous en remercie à l'avance. Bon, vous avez compris, vous le faites à la Trump by Beddin. Merci beaucoup, messieurs les rabbins, pour votre explication très pédagogique, très claire, d'une matière très complexe et très puissante. Et je pense que beaucoup de réponses ont été apportées. Je pense que vous êtes à la disposition d'ailleurs des gens que pour les voir directement. Je crois qu'on va devoir laisser bientôt le podium. Et je voulais remercier aussi tous ceux qui ont travaillé sur cette journée, les prestataires. Je pense que ça serait peut-être directement. Bon, parce que je ne sais pas combien de temps il nous reste avec le podium, c'est pour ça. Mais moi, vous n'êtes pas contre prendre des questions? Il y a 5 minutes. On a 5 minutes? Alors, voilà, mais je voulais juste remercier ceux, et notamment tous les personnels du Consistoire de Paris, qui ont fait un travail formidable pour vous offrir cette journée. Madame, vous avez une question? La question du nerf sciatique. Quartier arrière. Pourquoi on ne doit pas manger la partie où circule le nerf sciatique? Déjà, voilà, première question. Vous l'avez entendu, c'est bon. Et deuxièmement, pourquoi un vin qui est servi cachère, qui est servi par un non-juif, ne devient plus cachère? Déjà. Et la troisième, le contrôle de la viande, le contrôle de la santé de l'animal se fait donc après l'abattage et non pas avant, si j'ai bien compris.
voulez? Alors, concernant les quartiers arrière, c'est une takana très ancienne en France et en Europe de ne pas la consommer pour deux raisons. Les gens connaissent la raison que dans le quartier arrière, il y a le nerf sciatique, et tout le monde sait que le nerf sciatique est interdit par la Torah, c'est écrit en toutes lettres, et que c'est très très difficile à enlever, et une fois qu'on a enlevé, après le morceau est même plus présentable, donc ça ne vaut pas la peine. Mais derrière cette raison, il y en a une autre, qui est peut-être encore plus importante. On a parlé tout à l'heure des graisses qui sont interdites, des graisses alimentaires qui sont interdites par la Torah, et qui sont encore plus graves que le porc. C'est plus grave dans la sanction de quelqu'un qui mangerait de la graisse, c'est comme quelqu'un qui a mangé à Yom Kippour, la même sanction. Donc c'est très très grave. Et l'essentiel de la graisse, il y en a un petit peu dans les quartiers avant, on les enlève, mais dans les quartiers arrière, il y en a plein. Et c'est trop risqué. Il suffit, vous savez que les hommes, c'est toujours errare humanum est. Quelqu'un peut être un petit peu perturbé, fatigué, il ne s'est pas entendu avec sa femme avant de venir au travail, il va bâcler le travail. Et après, on ne peut pas prendre la responsabilité. C'est les rabbins qui auront la responsabilité. On ne peut pas prendre la responsabilité. Voilà la raison. La deuxième question qui était, mais pourquoi un vin qui a été touché par le non-juif, il devient interdit? C'est la loi des rabbins. C'est les rabbins qui ont, c'est tout simplement, comme je l'ai dit, c'est l'extension. C'est pour éviter les rapports avec les non-juifs et pour lutter contre les mariages mixtes. Voilà pourquoi. Alors, on me fait signe qu'on va devoir arrêter cette table ronde, mais je pense que nos rabbins, comme toujours, tout au long de l'année, sont disponibles pour répondre à des questions. Et je vous invite véritablement à les interpeller tant que vous pouvez, parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Je vous remercie, merci beaucoup.